Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Amérique latine, basta la révolution. La gouvernance démocratique face à la corruption, c'est le thème du sommet des Amériques qui débute demain à Lima, au Pérou. Un sommet snobé par Donald Trump. Le président américain a annulé sa venue à la dernière minute. Cela aurait été son premier déplacement en Amérique latine depuis son élection. Autre absence remarquée, celle de Nicolás Maduro. Le président vénézuélien a prétexté des problèmes de sécurité pour ne pas venir, ce qui arrange le pays organisateur, étant donné le thème du sommet. Les Péruviens ne souhaitaient pas sa présence. Il y a fort à parier que cette thématique, la corruption, sera très présente lors des élections présidentielles à venir sur le sous-continent, en Colombie et au Venezuela au mois de mai, au Mexique en juillet, au Brésil en octobre. Le Brésil plus que jamais en crise depuis que son ancien président, Lula, est en prison, condamné à 12 ans de détention pour corruption. Une autre présidentielle est à venir, dans une semaine exactement, à Cuba. L'Assemblée nationale cubaine va désigner le successeur de Raúl Castro. Après 10 années passées au sommet de l'État, celui-ci passe la main. S'il n'avait pas l'aura de son frère Fidel, il en avait le nom et avec son départ s'achève donc le long règne des Castro. Un changement d'époque d'autant plus symbolique qu'il coïncide avec les difficultés rencontrées par les gauches latino-américaines pour se maintenir au pouvoir après l'âge d'or de la fin des années 90. Alors Amérique latine, basta la révolution. J'ai tenté d'avoir quelques souvenirs de mes cours d'espagnol pour avoir un accent à peu près correct. Je ne sais pas si ça aura été le cas. En tout cas, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Armelle Enders, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste du Brésil contemporain. Vous êtes professeur à l'université Paris 8. On vous doit une histoire du Brésil aux éditions Chandaigne. C'était en 2016. Pour discuter avec vous, Christophe Ventura, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, Institut de recherche... Relations internationales et stratégiques. Voilà, j'oublie toujours. Spécialiste de l'Amérique latine. Vous avez publié L'éveil d'un continent géopolitique de l'Amérique latine et de la Caraïbe. C'était chez Armand Collin en 2014. Vous êtes par ailleurs un contributeur régulier du monde diplomatique. Et puis notre troisième invité au téléphone, il est à Grenoble. Il s'agit de Franck Gaudichaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'université Grenoble-Alpes. Vous avez organisé en juin 2017 un colloque international intitulé « Gouvernement progressiste et post-néolibéralisme en Amérique latine, la fin d'un âge d'or ». Il y avait, comme dans notre titre de ce soir, un point d'interrogation. Alors, étant donné le titre que nous avons choisi ce soir, je vous propose de commencer par Cuba, avec donc Raúl Castro qui va quitter la présidence après 10 années passées au sommet du pouvoir. C'est un événement qui est sans doute important pour Cuba, même s'il va quand même garder ses fonctions de chef du Parti communiste cubain, qui a une feuille de route qui a été édictée pour son successeur. Mais est-ce que c'est, au-delà peut-être de Cuba, un événement important pour les latino-américains, Christophe Ventura ? Ah oui, indéniablement, disons, le départ de Raúl Castro, c'est celui, en fait, c'est le départ de la génération de la Sierra Maestra, de la révolution de 1959. Ça a un sens, c'est essentiellement symbolique. C'est effectivement une page qui va commencer à se tourner, mais dans la continuité, comme vous le dites, il ne faut pas imaginer que le départ de Raúl Castro à la tête de l'État veut dire qu'il part complètement. Il conserve ses prérogatives dans le parti qu'il dirige, en fait. C'est un parti-État. Ses prérogatives aussi sur les questions de militaire et de sécurité publique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va encore jouer un rôle pour le temps qu'il décidera, en tout cas lui-même, parce qu'il a quand même 86 ans aujourd'hui. Donc il va continuer à jouer un rôle à Cuba ainsi que tous ceux qui sont derrière lui. Mais évidemment, c'est une confirmation que l'Amérique latine est entrée dans le 21e siècle aussi et que les choses vont changer. Dans une interview que vous aviez donnée, alors je me souviens plus précisément pour quel journal, Christophe Ventura, mais à propos de l'impact qu'avait pu avoir la révolution cubaine pour l'Amérique latine, vous disiez ceci: elle a unifié l'Amérique latine de l'après-guerre, elle l'a même latino-américanisée. Armelle Enders, est-ce qu'on pourrait dire que, alors je sais que parce que quand vous a appelé pour préparer l'émission, vous avez dit, moi ce qui m'agace un peu, c'est quand on finit par essentialiser. C'est vrai que c'est toujours un petit problème, le continent latino-américain, mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire que cette révolution cubaine, elle a quand même peut-être servi de socle commun à un certain nombre de gauches du continent ? Alors, elle a servi aussi à diviser profondément l'espace politique latino-américain et à sa polarisation. Ça a été, évidemment un élément absolument
fondateur du XXe siècle latino-américain et de sa polarisation. Pour les gauches, justement, alors il y a un rapport ambigu, en tout cas, la gauche brésilienne avec la gauche cubaine. Il y a une sympathie historique en raison de la dictature militaire. Et Cuba a aidé un certain nombre de militants à échapper aux persécutions. Ça reste un modèle, on dit toujours Cuba, l'éducation, etc., la santé. Et puis en même temps, c'est pas ce qu'on a voulu faire. Et toutes les gauches qui se sont rénovées à la fin des années 1970 sont parties, notamment le Parti des travailleurs, sont partis sur d'autres bases avec une volonté de faire la révolution autrement, de changer la société, de changer la vie, comme disait le Parti socialiste, Il y avait quand mais même de manière démocratique. Il y avait quand même un modèle d'émancipation par rapport aux voisins nord-américains. Modèle émancipation, oui. Ce qu'on aime à Cuba, même en étant conservateur de temps en temps, c'est le pays qui a dit non aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est assez largement partagé. Mais Cuba est aussi un repoussoir pour beaucoup de Brésiliens et en Amérique latine. Sur l'importance et éventuellement l'effet repoussoir qu'ont pu avoir les Castro, à commencer évidemment par Fidel Castro, Franck Gaudichaud pour l'Amérique latine. Quelle est votre analyse et aussi sur l'impact de ce départ qui va avoir lieu donc dans une semaine, celui de Raúl Castro? Sur le plan historique, bien entendu, Cuba pour les gauches latino-américaines, c'est essentiel. C'est pas forcément un modèle puisqu'il y a eu effectivement division, mais en tout cas une référence incontournable, même si toute la nouvelle génération des gauches ou des progressismes qui arrivent au gouvernement dans la dernière période le font tout à fait d'une autre manière par les urnes. Mais de ce point de vue, c'est vrai que l'évolution actuelle cubaine est importante pour l'ensemble du continent. Et en même temps, la continuité du castrisme sans les Castro, ça va être voir qu'est-ce qui se passe avec une ouverture économique limitée, mais quand même qui va impacter très fortement l'île, et en même temps une absence vraiment d'ouverture réelle politique. Donc il y a ce qui se passe en interne, mais ça a quand même un rayonnement régional. On parlera sûrement du Venezuela tout à l'heure, notamment les relations Venezuela-Cuba sont très très importantes pour comprendre la conjoncture actuelle. Christophe Ventura, est-ce qu'on pourrait dire que sans les Castro et sans Fidel Castro, il n'y aurait peut-être pas eu d'Hugo Chavez, il n'y aurait peut-être pas eu de Lula, il n'y aurait peut-être pas eu de Morales ou de Correa? J'ai envie de dire, non, je pense pas qu'on puisse le dire aussi directement, même si d'une certaine manière, les Lula et les Chavez sont le fruit d'une histoire qui a été marquée par l'expérience cubaine, par la révolution cubaine. Un des sujets dans la conversation par rapport à Cuba, c'est la question du rapport à la guérilla, c'est-à-dire à la conquête du pouvoir par les armes. Dans une époque qui était dans les années 50, au moment de la guerre froide, on est dans ce monde-là, le monde bipolaire, enfin voilà, la stratégie de la lutte par la guérilla, c'était ça le débat qu'a imposé Cuba. Les gauches dont on parle au XXIe siècle, c'est justement pas ça, de ce point de vue-là, c'est des traditions comme a dit Armel Anders, qui sont sur l'idée que la prise du pouvoir par les armes n'est ni opérationnelle ni productive. Donc de ce point de vue-là, et d'ailleurs c'est l'histoire compliquée de Chavez, si on s'arrêtait dessus, il part d'une théorisation du changement de la prise de pouvoir d'État par l'armée, et il va bifurquer pour la mettre de côté au profit justement de la prise du pouvoir par les urnes, d'ailleurs avec l'adoubement de Fidel Castro à l'époque. C'est ça qui est intéressant. Pardon, pardon. Je vous laisse terminer. Non, je voulais juste ajouter que peut-être par rapport, on a parlé des États-Unis, mais le mot qui va avec par rapport à Cuba, à mon avis, le maître mot, ce qu'incarne Cuba pour une partie des Latino-Américains, c'est la question de la souveraineté nationale, en fait. C'est ça le fond de l'affaire, et c'est à mon avis ça qui va rester à l'ordre du jour pour les Cubains aujourd'hui. C'est-à-dire, ils peuvent négocier beaucoup de choses, ils peuvent assouplir beaucoup de choses, mais il y a une chose que certainement le gouvernement qui va prendre le pouvoir là, à partir du 19 avril ne négociera pas, c'est la souveraineté nationale cubaine. C'est ça, l'autre moteur de ce processus. Et cette notion de souveraineté nationale, c'est quelque chose justement qui pourrait être là aussi un point commun, disons, pour
pour les latino-américains? C'est un enjeu, oui, et ça traverse justement, là, je parlais de polarisation, ça en fait partie. Alors les débats en ce moment sont caricaturés entre d'ailleurs c'est un vieux débat aussi, entre libéralisme ou néolibéralisme, ouverture internationale ou souveraineté nationale, national-développementalisme comme on disait dans les années 50, mais au fond c'est un débat qui est toujours actuel là au Brésil. Mais pour revenir sur ce qui est dit sur Lula, il y aurait eu, c'est une trajectoire qui est vraiment différente et déliée de celle de Cuba, des Castro. Au milieu des années 70, vers 1975, la gauche latino-américaine a renoncé à la lutte armée. D'abord parce que les quelques maquis qui ont eu lieu ont été exterminés par la dictature militaire. Et puis, il y a une adhésion au système démocratique libanais. Donc, on est vraiment dans une autre problématique. Alors la discussion de ce soir, c'est justement de voir dans quel état et pour quelles raisons la gauche latino-américaine se retrouve justement dans cet état. Castro, donc, qui quitte le pouvoir. Lula, qui n'y est plus et qui se retrouve en prison. Hugo Chavez, qui pouvait incarner quelque chose de très fort aussi à une époque, qui est décédé il y a quelques années de cela. Est-ce que la gauche latino-américaine ne souffre pas déjà pour un premier niveau d'explication, Franck Gaudichaud, d'une absence peut-être de figure charismatique aujourd'hui, que ça soit dans l'exercice du pouvoir, mais même également dans la vie politique? De manière peut-être provocatrice, j'aurais tendance à dire qu'elle a souffert d'une trop grande quantité de figures charismatiques, au sens où on parle beaucoup de fin de cycle aujourd'hui. On voit que cette fin des cycles des progressismes, ça peut se passer par des coups de force institutionnels ou coups d'État institutionnels au Brésil, par perte des élections en Argentine, Cristina Kirchner qui a perdu les élections, par des décomposition politique très forte au Venezuela. Mais en fait, globalement, des grandes figures de la période, il y en a eu beaucoup. Lula, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chavez. Et d'une certaine manière, c'est aussi un des problèmes. C'est une des dynamiques nationales populaires, on pourrait dire, ou très fortement centrée sur une figure charismatique. Et en même temps, quand cette figure soit décède, Chavez, soit est directement mise en cause et attaquée judiciairement Lula, c'est aussi le processus lui-même qui prend un coup dans l'aile. Donc ça, c'est seulement un des éléments, évidemment, du fin de cycle. Il faudra parler des questions économiques, des modèles de développement, ou du rapport à l'État aussi. Que fait la gauche latino-américaine quand elle conquiert la tête de l'État, et de quelle manière elle tend aussi à oublier peut-être ses engagements initiaux. Armelle Anders, je vous voyais acquiescer à ce que disait Franck Gaudichaud. Oui, sur les figures charismatiques, je suis assez d'accord sur le trop-plein. En même temps, au fond, c'est aussi dans les représentations qu'on a de l'Amérique latine, de voir des figures comme ça, charismatiques. Et l'homme politique moyen, médian en Amérique latine, ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'avocat, c'est des juristes en général, et qui sont plutôt oligarques et assez peu le pouvoir se personnalise assez mal. Alors c'est vrai que alors je voudrais revenir sur la figure de Lula aussi. Là, il y a aussi un trop plein de charisme, parce que même en prison, et si Lula est en prison, c'est bien parce que il a une trajectoire, une dimension historique qui permet difficilement à la droite d'exister. Lula, il faut quand même revenir là-dessus. Le procès qu'il a envoyé pour 12 ans en prison et quand même pose de sérieux problèmes sur les bases juridiques de sa condamnation sont très contestables. Ensuite, l'appel a été aussi très contestable parce qu'il a été jugé par les mêmes juges, en gros, qui ont aggravé sa peine, et sur des bases vraiment sans preuve. Et son emprisonnement aussi. Et il est à l'isolement, ou à peu près. C'est vraiment extrêmement grave ce qui s'est passé politiquement. Et ça tient au fait que Lula est toujours d'ailleurs en tête des intentions de vote, même en prison, même après la condamnation, même maintenant, avec 40% des voix. Alors, le
D'ailleurs, problème aussi... il ne pourra absolument pas se représenter, ou il y a quand même encore une Alors pour chance qu'il l'instant, puisse le faire? pour l'instant, il peut être candidat tout en étant emprisonné, mais il sera forcément déclaré inéligible par le tribunal électoral parce qu'il a été condamné en appel. Et ça, c'est une loi qu'il avait fait lui-même adopter. Quand on a un casier judiciaire, une condamnation confirmée en appel, on est inéligible pendant 8 ans. Bon. Donc, savoir comment il va réussir à transférer éventuellement sur un candidat son électorat, sachant que justement Lula, c'est bien le problème des gauches latino-américaines, parce que c'est à la fois un parti, le PT, et c'est le loulisme, et les deux ne se recoupent pas complètement. Il y a un impact de Lula sur la population, sur l'électorat, que n'a pas le PT, et le PT est en crise également, et peine à trouver des figures effectivement pour remplacer Lula. Christophe Ventura? Oui, c'est vrai que, évidemment, sur l'analyse du procès de Lula, c'est vrai que tout ça est quand même assez hallucinant, hein. Je veux dire, on est face à une situation qui est très préoccupante et qui, au-delà du cas de Lula, j'ai envie de dire, révèle une situation de véritable crise démocratique, hein. Au Brésil, c'est tout le système politique et judiciaire et même médiatique, j'ai envie de dire, dans le cas brésilien, qui est tellement soumis à des tensions, à des contradictions, puis aussi à une forme de pourrissement, qu'il est en train de perdre le contrôle. Il y a une perte de contrôle globale. Aujourd'hui, c'est un pays qui va connaître des oscillations, à mon avis, des fluctuations qu'on ne peut pas déterminer aujourd'hui. Tout peut arriver dans ce pays, vraiment tout. D'ailleurs, tout est en train d'arriver. Lula est en prison. Des généraux prennent la parole pour dire qu'ils considèrent que l'armée brésilienne doit reprendre un rôle de sujet politique dans la vie publique brésilienne. On a des juges qui prennent quand même une certaine liberté et qui ont des appréciations qui condamnent des gens sur la base de leurs convictions et non pas sur des comment dirais-je, des preuves matérielles ou juridiques établies. Enfin, on est dans quelque chose qui est vraiment caractéristique des crises où tout l'ensemble du système peut vraiment réellement devenir caduque. On en est là au Brésil. Donc on n'est pas dans un principe, disons, assez classique d'alternance politique, à la fois d'alternance politique et d'exercice finalement là aussi classique de l'état de droit et de la justice. Certainement pas, hein. Au Brésil, n'oublions pas qu'on est dans un pays qui est gouverné depuis 2 ans par un gouvernement qui est non élu, qui est lui-même issu d'un coup de force, pour ne pas l'appeler coup d'État légal, comme il y avait déjà eu un peu sur le modèle hondurien en 2009, puis au Paraguay en 2012. Un gouvernement donc non élu qui applique une politique qui n'est pas du tout celle que les Brésiliens pour laquelle avaient choisi en 2014, qui en plus est en train de rogner les droits démocratiques, qui restreint de plus en plus et qui réprime de manière ciblée les contestations sociales, etc. Donc on est plutôt dans la mise en place d'un régime de type que moi j'appelle, disons, libéral autoritaire, et c'est ça qui est en train d'émerger. Et donc non, on n'est pas du tout dans une alternance. Le problème, je vous dis, c'est pas qu'une crise politique, c'est une crise démocratique au Brésil qu'on voit aujourd'hui. Oui. Avec une poussée de l'extrême droite extrêmement forte, ou de la droite radicale, comme on dit au Brésil, qui prend plusieurs aspects et qui est en train de s'engouffrer dans ce vide qui est créé par les grandes opérations judiciaires qui sont très politisées. Et est-ce que c'est des choses qu'on peut observer également en dehors du Brésil, en Amérique latine, Franck Gaudichaud? C'est-à-dire, est-ce que ça peut aussi participer peut-être d'un phénomène plus large, d'affaiblissement de ces gauches latino-américaines et peut-être d'un retour en force de droite autoritaire, de régimes libéraux et autoritaires, comme les désignait, comme le disait Christophe Ventura? Oui, je pense que tout à fait, il y a les situations nationales, mais il y a quand même un mouvement qui est régional ou sous-continental. On avait parlé au début des années 2000 de tournant à gauche, là d'une certaine manière avec toutes les limites, cas cette analyse, mais on pourrait dire qu'il y aura un fort tournant à droite et plus globalement une montée en force des forces très conservatrices, réactionnaires. Et en même temps, les militaires les plus conservateurs relèvent la tête, partent au Brésil. Les formes de criminalisation des mouvements populaires aussi très fortement. On a vu, par exemple au Venezuela, une partie de l'opposition qui appelait à un nouveau coup d'État. Il y a des figures qui sont devenues emblématiques de ces formes de répression. Dernièrement, Marielle Franco au Brésil. Au Chili, l'alternance se fait à droite avec pour caricaturer un peu, un Berlusconi chilien qui prend le pouvoir, mais qui dit qu'il va appliquer une main très dure contre les mobilisations indigènes dans le sud. Donc disons,
globalement, il y a une inflexion vers la droite avec la fin de cycle progressiste et surtout, ça vient d'être dit, une montée en force des courants les plus réactionnaires qui étaient un peu en retrait durant la dernière période. Donc c'est assez préoccupant. Mais Franck Gaudichaud, est-ce que le principal, ou en tout cas le premier élément d'explication, c'est pas d'abord l'usure du pouvoir? C'est-à-dire finalement, dans des pays où il y a quand même des élections qui sont organisées de manière démocratique, quand la gauche est au pouvoir, au bout d'un moment, elle s'épuise et la droite revient. Et inversement, quand la droite est au pouvoir, au bout d'un moment, c'est la gauche qui la remplace. Est-ce que c'est pas d'abord ça qui fait que on a peut-être une sorte de retour de balancier par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années? En tout cas, oui, moi je pense que ça fait partie du bilan critique, parce que, bien entendu, certains disent oui, mais c'est la force des États-Unis, les oligarchies reprennent la main, mais si les oligarchies reprennent la main, c'est parce qu'aussi les gauches au pouvoir ou les progressismes au pouvoir, d'une certaine manière, n'ont pas pu ou souvent n'ont pas voulu faire les transformations, disons, nécessaires pour prendre le contrôle démocratique des systèmes politiques en place. Donc, d'une certaine manière, l'usure au pouvoir de la gauche, on l'a bien vu dans la période, les formes de bureaucratisation, même des mouvements sociaux qui ont été complètement aspirés par la machine d'État, d'une certaine manière, et ça pose de vraies questions sur les promesses de transformation sociale et les difficultés à les mettre en place dans la région. Christophe Ventura? Et moi, je crois que l'usure du pouvoir, c'est un sujet, évidemment, quand vous avez un cycle si long, vous avez des gouvernements qui ont dirigé des pays entre 10, 12, 15 ans, parfois, ou presque 20 ans dans le cas du chavisme cette année, puisque là, c'est les 20 ans en fait, du cycle chaviste qui se passe sous les convulsions qu'on connaît. Évidemment, les phénomènes d'usure jouent, mais qu'est-ce qui va faire que ces phénomènes d'usure vont se transformer en rupture partielle ou en tension insoutenable pour le gouvernement? C'est pas l'usure en tant que telle, c'est le contexte dans lequel elle se déploie. Moi, je crois que ce qui a impacté les gauches au pouvoir, c'est d'abord et avant toute chose les effets de la crise économique mondiale qui ont frappé la région latino-américaine. Je parle de celle de 2008, qui s'est traduite à partir du début des années 2010 et en particulier vers 2013-2014, d'ailleurs au moment où Chavez meurt au Venezuela en 2013, qui s'est traduit par quoi? Par le fait que toutes les exportations latino-américaines, la région vit essentiellement de ces exportations de matières premières et de ressources naturelles vers les marchés mondiaux, pas vers l'Amérique latine, vers l'Europe, les États-Unis, puis la Chine depuis 2001 essentiellement. Et tout ça s'est effondré, c'est-à-dire à la fois la demande, mais aussi les cours des matières premières. Et donc, à partir de ça, ce qui a été compliqué pour la gauche partout, dans des configurations différentes, parce que le Venezuela est un pays rentier pétrolier, donc 95% des devises viennent de l'exportation de pétrole. Le Brésil, c'est pas du tout ça. Il y a du pétrole, mais c'est un appareil de production quand même plus diversifié, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont peiné à gérer les effets de cette crise qu'ils n'avaient pas anticipé dans la région. Et ça s'est transformé en crise sociale, puis en crise politique. Mais est-ce que ça, c'est pas une grosse erreur politique, justement, de ne pas avoir anticipé cette crise et de ne pas avoir profité de cette rente au moment où les cours, notamment les cours du pétrole, en tout cas les cours des matières premières, étaient hauts, pour peut-être davantage investir? Ce que j'ai beaucoup lu, moi, s'agissant en particulier du Venezuela, c'est que, alors, certes, il y avait eu une redistribution sociale qui était importante, et évidemment, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de ce pays, mais qui n'avait peut-être pas eu beaucoup d'investissements, et que du coup, notamment les produits chinois étaient arrivés en masse dans ce pays, et que quand la crise est arrivée, l'économie s'est totalement effondrée. C'est-à-dire qu'on parle quand même de pays qui font, disons, qui font partie de ce qu'on appelle les pays du Sud ou les pays de la périphérie. Ce sont des pays subalternes dans l'ordre international. Ce sont des pays qui sont, encore une fois, exportateurs de ressources naturelles sur lesquelles ils n'ont pas de maîtrise des termes de l'échange, avec peu de valeur ajoutée, etc. Bon, ça, c'est une dépendance qui ne date pas du cycle de la gauche. C'est l'histoire longue de l'Amérique latine. Et de ce point de vue-là, les appareils de production, la diversification de la production, c'est une vieille rengaine en Amérique latine. Personne n'a réussi en Amérique latine à dépasser ce problème pour la région. Il faut dire qu'il n'est pas simple parce qu'on ne demande pas à l'Amérique latine de devenir, comme je dis parfois, la Silicon Valley du coin. On demande à l'Amérique latine de remplir cette fonction. Alors c'est vrai que tous ces gouvernements, et en particulier ce qu'on va dire les plus radicaux, entre guillemets,
sont arrivés au pouvoir dans des conditions de société disloquées, littéralement détruites par 20 ans de consensus de Washington, avec un seul mandat, c'était celui d'éponger la dette sociale en fait, qui avait été contractée, de leur point de vue, par les gouvernements précédents. Donc en fait, c'est vrai que tous les moyens ont été mis dans les politiques d'urgence et il a fallu des années pour faire ça, dans des contextes où vous étiez dans des contextes souvent de conflits oppositionnels, en tout cas dans le cas du Venezuela. Et donc, il est clair que dans ces conditions-là, et parce que ces États dépendent aussi des capitaux internationaux largement pour leur croissance, le Brésil aussi par exemple, eh ben, les investissements ont fondu au fur et à mesure. Et c'est vrai que les appareils de production ou les compagnies pétrolières, dans le cas vénézuélien, n'ont pas pu être servis par de nouveaux investissements, et quand la crise est arrivée, bah, ça a coincé. Alors la question, après j'arrête, mais c'est est-ce que ces pays-là pouvaient anticiper et est-ce qu'ils ont le pouvoir en fait de modifier, disons, les moteurs d'une crise économique globale? Ça, c'est une question qui va continuer d'être débattue. Armel Anders, est-ce que Lula, est-ce que Dilma Rousseff n'ont pas aussi déçu les Brésiliens Alors, et mené des politiques qui pourraient aussi expliquer le fait qu'aujourd'hui ils se retrouvent en difficulté? Je ne parle même pas de la question judiciaire, on reviendra sur le thème de la évidemment qui est aussi évidemment un terme important, mais simplement sur les politiques qui ont été menées. Alors, il y a 2 temps, hein, la crise a atteint le Brésil beaucoup plus tardivement. Quand Lula, la crise de 2008, s'est pratiquement pas fait sentir au Brésil, et les années Lula, alors en raison de la conjoncture internationale, hein, et du prix élevé des matières premières, sont des années exceptionnelles pour le Brésil, qui était à l'époque, à la fin des années Lula, parmi la 6e puissance économique du monde, et l'industrie brésilienne ne se compare pas avec le reste de l'industrie latino-américaine. Hein, ça, bon. Alors, en revanche, et Lula est parti, en 2010, il y avait 7% de croissance, plus de chômage, hein, le plein emploi, alors que quand il est arrivé au pouvoir, il y avait 12% de chômeurs, hein, et un rayonnement extrêmement grand. Donc pour les gens, c'est resté quand même le symbole, c'est pour ça qu'il est aussi populaire, d'amélioration considérable du niveau de vie et de puissance de l'économie. Alors Dilma Rousseff, c'est autre chose, et on lui reproche beaucoup. Alors on reproche à Lula maintenant de ne pas avoir profité de ce moment-là pour effectivement moderniser, soutenir certains secteurs d'excellence et Dilma Rousseff, ça a été la catastrophe. Alors ça s'est effondré en 2014, ça a été assez rapide. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est mise dans une situation de fragilité, impopulaire, échec économique, et également, il faut dire que son second mandat, je pense qu'elle n'a pas gouverné un seul jour. Hein. On a provoqué aussi la crise économique pour mieux l'éliminer. Donc ça, c'est sûr. Alors, pour revenir sur l'usure du pouvoir, bien sûr, il y a une usure du pouvoir, mais ça ne ça ne suffit pas pour rendre compte de ce virage à droite. C'est un petit peu, moi, je pense qu'il faut le voir dans une perspective moins régionale et plus internationale. Des poussées qu'on dit populistes, de droite ou de conservatisme, on les trouve en Europe, en Europe même de l'Ouest, hein, la situation italienne, où je comparais plus, moi, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, l'élection de Trump. Hein. C'est-à-dire qu'on a une réaction petit blanc contre un modèle de société qui était celui défendu, en l'occurrence, là, par les gouvernements pétés. Ouais, mais ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est des demandes peut-être de gouvernements autoritaires. Là, on parle de démocrature, on parle de démocratie illibérale, donc avec une demande d'autoritarisme. Sauf qu'il y a quand même un certain nombre justement de ces régimes à gauche en Amérique latine qui sont déjà quand même des régimes assez autoritaires. Donc ça veut dire qu'il y a encore autre chose derrière? Alors ça, c'est pas le cas du Brésil. Ou c'est pas le cas de... le Venezuela, on peut dire que c'est quand même le cas. Ne parlons pas de Cuba, évidemment, parce que c'est un cas. Ça, c'est des cas spécifiques. Mais le Brésil, c'est... alors là, la démocratie est en train de très mal tourner, mais c'est un fonctionnement démocratique qui était très comparable au fonctionnement qu'on peut avoir ici. Enfin, c'est vraiment là une image... la demande d'ordre, en revanche, elle vient de la droite, là. Avec comme
comme chevaux de bataille, la lutte contre la corruption, mais tout en tolérant les plus corrompus qui ont ce drapeau anticorruption, et puis la violence, hein, et ce qui se répand partout, c'est un bon bandit est un bandit mort, hein, vraiment une demande d'ordre et aussi une guerre contre la pauvreté. Enfin, il y a un conflit entre deux conceptions de la société qui est extrêmement fort, et on n'est pas loin d'une petite guerre civile, hein. On est dans une situation vraiment très très tendue. Franck Gaudichaud. Oui, enfin, pour revenir sur les raisons, hein, de la fin de cycle et de cette montée en force des forces les plus réactionnaires, bien entendu, le terme mesure du pouvoir n'est pas suffisant. Disons, la conjoncture internationale a joué un rôle clé. Mais quand même, il faut remettre dans le bilan justement le fait que ces gouvernements de gauche ou progressistes, au moment du haut de la vague où ils avaient vraiment accès à des devises, ils ont choisi effectivement de répondre à l'urgence sociale, de redistribuer une partie de la rente, mais pas de transformer finalement le modèle de distribution, d'accumulation, de production. Et c'est ce qui paye aussi aujourd'hui. C'est aussi des alliances qui sont payées aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que les gouvernements PT gouvernaient avec le centre droit, les mêmes qui ont fini par organiser un coup d'État institutionnel contre Dilma, et aujourd'hui, d'une certaine manière, mettent Lula en prison. Donc il y a effectivement des raisons internes politiques, d'orientation politique. Il y a même un des proches de Lula qui dit finalement le loulisme s'est transformé en un pacte conservateur où les élites, les classes dominantes ne sont jamais autant enrichies sous Lula, mais en même temps où on a sorti la tête de l'eau de dizaines de millions de plus pauvres. Sauf que ce pacte, il était possible qu'au moment où les prix étaient très hauts au niveau mondial. Et quand l'austérité est arrivée, eh bien, la crise politique s'est mise en branle. Donc là, il y a effectivement, on montre, sont mises à nu d'une certaine manière toutes les difficultés de cette transformation. Armelle Inders, vous voulez répondre? Oui, le PT et la politique de Lula, Alors, les PT, choix et le les alliances, oui, le Parti des travailleurs a été et fait l'objet d'une très forte critique depuis longtemps de la gauche, à l'intérieur de la gauche brésilienne, avec des scissions, et on lui reproche ça. Mais les partis qui font cette critique, qui font cette lecture, c'est rien aux élections. Enfin, je veux dire, ça pèse rien. C'est-à-dire qu'ils voient pas trop comment le choix. Ce qu'a toujours dit Lula, c'est où on accède au pouvoir et il faut bien faire des alliances, ou alors on reste dans l'opposition. Et c'est en gros, c'est ce type d'analyse qui prévaut. Christophe Ventura. Non, je voulais dire un mot sur les droites, moi, parce que les gauches sont en reflux, ont des difficultés. Elles avaient un logiciel d'organisation et un projet politique qui n'est plus adapté, disons, à la situation, justement, moi, ce que je dis, post-crise mondiale 2008, d'une certaine manière. Mais il faut quand même souligner peut-être que leurs dirigeants ont montré aussi, ou ont démontré, malgré eux, qu'ils n'étaient pas finalement meilleurs que les autres. Notamment, je reviens sur la question de la corruption. C'est-à-dire qu'on peut aussi considérer qu'il y a eu une désillusion peut-être de ceux qui avaient voté pour eux. Mais comme ça arrive finalement très, très, très fréquemment dans n'importe quel pays, non, Christophe Ventura? Alors, la question de la corruption, ça mériterait en fait plusieurs émissions, parce que c'est un thème qui est quand même très compliqué. D'abord parce que l'Amérique latine n'a pas le monopole des problèmes de corruption. Il y en a absolument partout. L'affaire au Brésil dite Lava Jato, vous savez, c'est grosso modo l'affaire Elf qu'on a connue en France il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Sur le strict plan factuel, il y a le fait que vous avez des systèmes politiques qui ne bénéficient pas de financement public et où la vie politique est financée par le secteur privé. Ça s'appelle la corruption institutionnalisée, ça. Et ce qu'on peut reprocher, ce qui est reproché au Parti des travailleurs et à Lula, c'est de s'être accommodé de ce système, en fait, et d'avoir finalement, en gros, à l'époque du Mensalão, qui était le premier scandale en 2005-2006, d'avoir procédé mettre en place des systèmes d'achat de vote de voix à des alliés pour que ces alliés votent des lois de gauche. C'était ça qui était nouveau, en fait, si j'ose dire, dans le système brésilien, parce que le Parti des travailleurs, vous savez, sous contrôle d'Armel, le top où il a été, c'est 35%. Dans le Brésil, c'est jamais 50%. Hein. Le Brésil, c'est un système politique qui est fait pour vous coaliser. Donc, il y a 35 partis dans le Congrès brésilien, essayez d'imaginer, 35 partis, aucun parti ne peut avoir de majorité, donc c'est une prime et une course à l'alliance. Les alliances dans un système privé, vous faites comment? Ça s'appelle des achats de vote, des subventions, des promesses, des postes, etc. C'est ça le système. Mais derrière ça,
La corruption a toujours existé depuis que l'Amérique latine existe. Mais la difficulté, c'est qu'avant, elle était plus tolérée. C'est la tolérance des opinions publiques qui est devenue plus proche de zéro. C'est ça la nouveauté. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que quand les gens commencent à vivre moins bien et qu'ils commencent à devoir serrer la ceinture, ils acceptent moins les dérives et tous ces phénomènes-là. Mais il faut savoir que la corruption dans toutes les sociétés américaines n'est pas une corruption qui se limite à la question politique. Ce sont des systèmes qui, hélas, dans des pays où les États et les institutions sont très vulnérables et fragiles, sont aussi des systèmes qui, quelque part, créent des systèmes de sécurité, de solidarité minimale et de redistribution quand vous n'avez pas d'institution et d'État qui est présent, de services publics, etc. etc. C'est comme ça qu'elle s'installe dans la société, la corruption, et elle est installée en Amérique latine comme dans beaucoup d'endroits. Donc pour la résorber, c'est pas qu'une question de gauche-droite, c'est quelque chose qui a à voir avec les structures de la société. Vous êtes d'accord avec ça, Franck Gaudichaud? Il y a une moindre tolérance aujourd'hui de la part des sociétés en Amérique latine à l'égard de la corruption, ce qui expliquerait peut-être d'ailleurs que ce thème semble si présent dans les campagnes politiques qui sont à venir. Oui, d'un côté, c'est certain que les citoyens sont plus réactifs sur ces questions-là, se mobilisent. En même temps, petit bémol, quand même, la dimension de la corruption, elle n'avait jamais été atteinte à ce point-là. Le cas Odebrecht, donc cette immense entreprise de construction brésilienne, on parle maintenant de 10, 12, 14 pays latino-américains dans lesquels elle aurait corrompu des politiques et certains de premier rang. Donc là, on est sur des dimensions quand même multinationales. Et l'autre point sur la corruption très intéressant, c'est de quelle manière aujourd'hui les droites latino-américaines sont en train d'utiliser le thème de la corruption, voire de l'instrumentaliser, alors qu'elles-mêmes sont très souvent complètement impliquées dans la corruption, pour essayer de donner le coup fatal au gouvernement, à certains gouvernements progressistes ou leaders progressistes. D'ailleurs, c'est intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, le sommet de Lima a été centré sur la corruption. Et on est dans une conjoncture où les droites pensent qu'elles peuvent avancer sur ce plan-là pour justement reprendre le pouvoir. Armelle Anders? Oui, alors c'est un vieux thème de la droite en Amérique latine, la lutte contre la corruption, contre la gauche en fait, qui s'appelait pas nécessairement la gauche avant, mais ce qu'on a appelé, on abandonne un peu le terme maintenant de populisme pour des gouvernements qui avaient développer des bureaucraties et puis un interventionnisme de l'État dans l'économie et avec quelques politiques sociales qui sont développées à partir de la fin des années 1940 et qui ont fait l'objet d'une très forte opposition et de coups d'État, etc., etc. La première accusation, c'était la corruption. Kubitschek, le fondateur de Brasilia, qui n'était pas un socialiste pourtant, a été accusé de corruption. Getúlio Vargas, qui s'est suicidé pour échapper à un coup d'État, a été accusé de corruption. C'est un vieux. Et il y avait aussi une acceptation effectivement plus grande. C'était très bien corrompu, il vole, mais il réalise des choses. Donc il y avait une tolérance qui n'est plus acceptée maintenant. Christophe Ventura, un dernier mot. Vous avez suivi, vous, depuis le début, les forums sociaux mondiaux. Je crois même que vous avez participé aussi à leur Oui. organisation. Le dernier, c'était le mois dernier, au Brésil, à Salvador de Bahia. Est-ce que ce sont des lieux aujourd'hui qui peuvent servir pour les gauches, et notamment les gauches latino-américaines, à une forme de régénération? Est-ce que ça reste le laboratoire d'idées que ça a pu être il y a 10-15 ans? Non, je crois que ça ne pourra plus avoir le même rôle, ou en tout cas la force propulsive de cet événement n'est plus la même, parce que là aussi je crois que c'est une forme d'organisation qui correspond à un contexte, une conjoncture qui est très différente. Au début des années 2000, on est dans la vague de montée en puissance des mouvements populaires revendicatifs en Amérique latine, on a les premiers gouvernements de gauche transformateurs, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des processus qui viennent du bas et puis du haut, donc le forum social à ce moment-là, il est une espèce de lieu d'articulation et d'incubation en quelque sorte, si vous voulez, de tout ce qui va donner, disons, l'énergie en quelque sorte de l'Amérique latine et qui va irradier tous les mouvements sociaux planétaires qui à ce moment-là se lèvent un peu contre les premiers effets de la mondialisation à une époque où on se battait pour une autre mondialisation. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et là aussi, la césure de la crise de 2008 et de ses conséquences dans les années qui ont suivi est fondamentale. C'est plus la même conjoncture. On vient d'en parler sur l'Amérique latine, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on est plutôt dans quelque chose où on ne voit pas d'alternative à une mondialisation qui est en crise. Il y a des montées plutôt de phobiques par rapport à tout ça. Bref, donc je crois que c'est plus ça. À Salvador de Bahia, pour répondre à votre question,
il y avait beaucoup de monde, 60 000 personnes, mais c'était essentiellement la gauche organisée brésilienne, le Parti des travailleurs, la CUT, le peuple de Lula, pour faire court. C'était surtout ça, il y avait beaucoup moins de présence internationale, etc. Par contre, donc je pense que ça va avoir une utilité encore, parce qu'il y a des réseaux qui se sont constitués politico-militants qui vont exister, mais ça nous a permis de voir aussi et d'étudier la droite, encore une fois, parce que nos auditeurs doivent savoir que la droite n'est pas particulièrement triomphale en Amérique latine non plus. C'est un scénario qui est ouvert. En Argentine, Macri n'a pas de majorité au Congrès. Au Pérou, le président est tombé aussi par corruption. Et au Mexique, le 1er juillet, il y a de fortes chances de revoir le centre-gauche gagner une élection qui va certainement rouvrir